sport et en particulier de l'olympisme et du paralympisme. Et donc on ne pouvait pas faire autrement que d'avoir un temps fort lié à ces deux sujets. Cet après-midi, et d'ailleurs on en profite pour remercier la Jeune Chambre de La Roche-sur-Yon qui a permis cette table ronde, vous aurez la chance d'avoir l'intervention de 3 sportifs olympiques et paralympiques, tous avec des parcours et des palmarès assez extraordinaires. Je vous laisserai les découvrir. Et qui vont tous les 3 nous parler de 3 sujets finalement. La motivation, le dépassement de soi et comment on atteint ses objectifs. Et en faisant le lien finalement entre le sport de haut niveau et ce que vous pouvez vivre tous les jours dans vos engagements associatifs, professionnels, personnels. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec Chloé Trespoche qui pratique le snowboard cross. Et vous verrez, si vous ne savez pas ce que c'est, vous verrez ce que c'est. 2 fois médaillée olympique, tout récemment globe de cristal de cette compétition. Et donc Chloé, on va te laisser la parole. Bonjour à tous, merci pour votre accueil. Oui, comme Maxime l'a dit, donc je suis en équipe de France de snowboard cross, médaillée olympique, double médaille olympique. J'ai eu une médaille en bronze en 2014 et une médaille d'argent en 2022. C'était évidemment... Merci. Donc c'était évidemment un grand objectif de carrière, mais cette année j'ai réalisé un autre rêve. C'est vrai que depuis quelques années, je suis une athlète assez régulière. Je suis 2e, 3e, souvent placée. Mais vous savez, avec l'ambition, on en veut toujours plus. Et les victoires, ça a toujours été pour les autres. J'ai jamais été capable de gagner. Depuis toute petite, je suis 2e, 3e, mais j'ai jamais été capable de gagner. Mais ça, c'était avant. Parce que cette année, en 2024, je suis devenue donc numéro 1 mondial pour la première fois de ma carrière. Et c'est donc quelque chose qui m'a demandé énormément d'énergie, énormément de réflexion pour casser cette tradition de faire 2e, 3e et surtout de désancrer cette croyance que la victoire, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager quelques tips, quelques grands thèmes qui m'ont aidé à justement apprendre à gagner. Le premier thème, je dirais que c'est respecter son identité. J'ai toujours voulu regarder ce que faisaient les meilleurs, mais au point de complexer de ne pas avoir les mêmes avantages qu'elles. J'ai toujours cru que j'avais des trop grandes jambes, que ça me rendait trop lente, que les autres étaient plus petits, plus réactifs. Mais avec le temps, en fait, j'ai réfléchi à ce que mes grandes jambes pouvaient m'apporter par rapport aux petits gabarits. Et en fait, ouvrir un peu sa perception de ses qualités, de ses défauts, et tirer le meilleur de ce qu'on a, et pas essayer de faire tout comme les autres. Donc créer son propre chemin. Et dans ce même thème, je me suis autorisée aussi à devenir végétarienne. C'était complètement mal vu dans le sport. Mon staff me disait toujours que j'allais perdre du muscle, que j'allais perdre en performance. Mais en fait, juste d'avoir cette libération de choisir ma propre voie, de faire mes choix, d'y croire, et de faire avec mes points forts et mes points faibles, mais de toujours essayer de tirer le meilleur de moi-même, et de répondre à mes convictions environnementales de devenir végétarienne, j'ai retrouvé une espèce de sérénité et un épanouissement dans mon entraînement, et surtout du sens dans ce que je faisais. Donc en respectant mon identité, j'ai déjà vraiment fait un grand pas en avant. Le deuxième grand thème, ça a été apprendre des échecs, savoir perdre. Parce que c'est vrai que dans le sport de haut niveau, on perd beaucoup plus qu'on ne gagne. Et en fait, jusque-là, jusqu'en 2018, je m'autorisais vraiment qu'une seule solution. C'était réaliser mes objectifs, ou sinon, c'était nul, c'était la frustration, c'était la tristesse, c'était la rage. Et en fait, en 2018, j'ai vécu le plus grand échec de ma carrière. Je suis arrivée aux Jeux Olympiques, mon rêve. J'avais eu la médaille de bronze en 2014. Je préparais 2018. J'arrive en tant que favorite. J'ai tout pour gagner ce jour-là. Mais je suis en forme, j'ai le bon matériel, j'ai le bon staff.
mais en fait, j'ai trop de pression et je tombe sur la ligne d'arrivée alors que j'étais en position de médaille. Donc forcément, tout s'écroule. Je me dis rendez-vous dans 4 ans. Est-ce que je serai forte encore dans 4 ans? Enfin, beaucoup de questions. Mais en fait, avec cet échec, ça m'a permis de vraiment tout déconstruire et de réfléchir. J'étais dans un doute énorme de me dire est-ce que je vais réussir à remonter ça, à retrouver la motivation, l'envie. Mais c'est surtout un moment où je me suis posé énormément de questions. J'avais énormément de doutes. Et en fait, c'est tous ces doutes qui m'ont permis de trouver d'autres solutions. Et avec le recul, c'est vraiment un échec qui m'a permis de progresser de manière spectaculaire par rapport à tout ce qui s'était passé dans ma carrière avant. Donc j'ai attaqué la préparation mentale en me disant bon bah tu sais pas gérer la pression, Chloé, donc il faut que tu sois accompagnée. J'ai changé ma préparation physique, j'ai changé mon alimentation, j'ai tout changé, j'ai discuté énormément avec mon staff aussi pour optimiser tout ce qu'il y avait autour. Et en fait, c'est vraiment le fruit de cet échec qui m'a fait passer des caps. Et surtout, j'ai compris que j'étais capable de me remettre des échecs. Et ça m'a vraiment amené une espèce d'énorme sérénité sur les prochains événements, parce que au lieu de me dire bon bah tu gagnes ou t'es triste, c'était tu gagnes évidemment dans le premier plan, mais le deuxième c'était tu te remettras de cet échec et ça t'apportera sur le long terme. Donc je suis arrivée en 2022 avec cette sérénité et cette liberté de me dire joue l'événement, donne-toi comme tu peux, fais le meilleur, mais dans tous les cas, tu seras capable d'avancer derrière. Le troisième thème, c'est la motivation. La motivation, c'est fragile, ça s'effrite. Enfin, je pense que dans tous les milieux, c'est pareil. Quand on fait longtemps la même chose, le sport de haut niveau, c'est au final très répétitif. Évidemment, les parties de compétition sont très excitantes, mais à la fois, c'est énormément d'entraînement pour chercher le petit détail. Et j'ai toujours fait mes séances, toutes mes séances, j'ai respecté le programme, mais en fait, je commençais à plus avoir cette petite flamme, cette petite envie. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que dans une course, on a à peu près toutes le même niveau, mais celle qui a la petite envie supplémentaire, c'est celle qui va réussir à imposer sa ligne, celle qui va être plus solide, qui va se poser moins de questions quand elle va y aller. Donc j'avais besoin de retrouver ça. Et pour ça, j'ai vraiment essayé de casser la routine, de sortir de ma zone de confort. J'ai commencé des nouveaux sports, je me suis mise au yoga, au trail, au tennis, pour rajouter un petit peu de piment. J'ai réfléchi aussi à ce qui me stimulait vraiment dans l'entraînement, et pour moi c'est les défis. Donc j'avais besoin de défis intermédiaires pour préparer ma grande performance de snowboard. Donc c'est pour ça que je me suis inscrite à plein de petites compétitions qui avaient parfois rien à voir avec le snowboard, mais qui me permettaient de rester en forme et surtout de continuer de dépasser mes limites et de ne pas rester dans juste le confort de ce que je savais faire et continuer d'avancer. Et ça a vraiment boosté ma motivation. J'ai aussi remis vraiment du sens dans tout ce que je faisais. Pourquoi je fais ce sport? Qu'est-ce qui peut m'apporter sur le snowboard? Au lieu de toujours écouter ce que le staff me disait, on a discuté pour que moi, je m'imprègne vraiment de mon entraînement et que je ne sois plus juste un soldat qui respecte le programme, mais c'est un échange et j'ai pris l'initiative de faire des changements, c'est ce qui m'a aidé. Voilà, pour illustrer un peu tout ça, je vais vous faire vivre une course de cet hiver, une course qui est un peu à l'image de toutes ces choses que j'ai mis en place pour booster ma carrière et réaliser ce rêve de devenir numéro 1 mondial. Allez, c'est parti pour cette grande finale. Donc je Charlotte suis Banks, pantalon blanc. de Sar rouge, Lindsay Jacobellis à l'extérieur de Sar jaune et Jessie Bass avec le bleu. Ça part très fort. Oui. Le but, elle est devant. je vous dirai après. Et c'est encore face à Charlotte Banks. Attention, elle s'habille, on dirait les deux. Ouais. C'est bien qu'elle soit partie devant, qu'elle prenne directement les commandes de cette grande finale. Ah, c'est clair. Et Charlotte qui prend l'extérieur. Là, Oh, elle a de la vitesse. c'est vraiment le mieux. Et si elle ressort plus vite. Oh, attention! C'est pas vrai, encore une fois. Et cette fois-ci, elle a tenu, Chloé. Elle a tenu. Charlotte Banks, c'est... Allez, Chloé, jusqu'en bas. Oh, c'est Faut la tenir. Ouais, c'était juste. J'ai l'impression que c'est Charlotte qui a un petit peu Oui, je suis d'accord. Le ralenti. Pour le moment, il y a énorme avance pour Chloé Trespuch. Allez, juste en bas. Une nouvelle victoire, peut-être. Une nouvelle victoire cet hiver.
Oh, ça va être chaud avec Lindsay Jacobellis qui prend l'avantage sur Josie Baff, mais devant c'est bien la française. Oui, Chloé Trespeuch qui a déjà 2 victoires cet hiver. Oui, et qui aura, eh bien voilà, le 7e succès en Coupe du Monde. Et 100 points pour Chloé Trespeuch devant Lindsay Jacobellis et Josie Baff. Superbe victoire après son succès à Goudaori et son succès aux Deux Alpes. Et ben voilà, mon cher Robin, elle l'a fait et elle s'est imposée dans le clan français. On est heureux. Ouais, c'est ce que je redoute par contre, le run under review, on va voir ce que ça... Merci. Du coup voilà, ça c'est un peu à l'image, c'est le snowboard cross, c'est 1 minute 30, on travaille tous les jours depuis que j'ai 13 ans, je suis en sport-études, et c'est 1 minute 30 où tout peut se passer. Et je vous parlais de l'envie, de la motivation, en fait, quand il y a un contact comme ça entre deux, là pour le coup c'est l'anglaise Charlotte Banks qui est tombée. La course d'avant, on a eu la même friction, c'est moi qui suis tombée. Mais en fait, c'est que ce jour-là, j'avais un peu plus d'envie, un peu plus de solidité, un peu plus de motivation. Ça se joue à rien, mais c'est moi qui suis restée debout. Et le week-end d'avant, c'était l'inverse. Donc c'est vrai que le plus dur, c'est de garder cette stabilité mentale, mais cette motivation et cette envie et d'avoir toujours la flamme à l'entraînement et en compétition, ça fait de grandes différences. Donc pour conclure, je vous invite à oser le changement, à innover. C'est vrai que c'est risqué de se lancer dans des choses qu'on ne connaît pas, mais ça peut toujours faire la différence et surtout, on regrette jamais ce genre d'état d'esprit. Merci. Merci Chloé. Notre deuxième intervenant, il fait partie d'une génération dorée de la natation française. Il a été 2 fois vice-champion olympique, il a été champion du monde, c'est Grégory Mallet. Bonjour. Ah, c'est impressionnant. Je suis mieux derrière en fait quand je regarde Chloé parler, c'est plus simple. Bonjour à tous. La génération dorée, oui c'est vrai. Alors c'est toujours bizarre parce que quand j'entends ça, c'est très flatteur. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi un peu cette période de la natation où on avait un gros collectif français qui était très performant. Pour ma part, j'ai évolué entre les années 2005 et 2017, voilà ma carrière en équipe de France. Pendant cette période, donc, j'ai nagé avec des grands noms de la natation comme Laure et Florent Manodou, Camille Lacour, Alain Bernard, Frédéric Bousquet. Il y en a plein d'autres, je peux vous en citer plein puisque de toute façon, sur cette période-là, il y a eu énormément de titres collectifs avec les relais et de titres individuels avec chaque individualité de l'équipe de France, mais beaucoup d'individus différents au sein des relais. Si je vous dis ça, c'est parce que, à titre individuel, j'ai l'impression d'avoir aujourd'hui réussi quelque chose dans ma carrière, parce que j'ai fait un sport individuel qui se pratique toujours d'ailleurs, collectivement, et mixte. C'était génial parce que de ce sport individuel, j'ai pratiqué avec mes collègues, qui étaient aussi mes adversaires. Je vous expliquerai pourquoi. Les filles, les garçons ensemble. Aujourd'hui et depuis 2014, on a la chance d'avoir des relais mixtes. J'aime bien le préciser parce que c'est quand même assez sympa de se dire qu'on peut partager un 4x100, un 4x200 de garçons, de filles de l'équipe. Et puis on a ce côté vraiment très collectif qui ressort. Donc on a une discipline très ouverte et très, pour moi, très avancée en fait là-dedans, puisque on fait partie avec l'athlétisme et maintenant le judo, enfin d'autres même, avoir cette mixité, je trouve ça vraiment top. Et donc de ma carrière, moi en tant qu'individu et en tant que nageur de l'équipe de France, j'ai toujours eu un peu, comme disait Chloé, j'avais ce ressenti, moi je gagnais jamais en fait, j'étais jamais le mec qui gagnait, sauf dans les petites catégories, mais dès que j'arrivais sur le plan international, je ne gagnais pas et j'étais toujours le 2e, 3e français, 4e français des fois. Alors c'est cool parce qu'un relais c'est 4, donc à chaque fois j'arrivais à passer. Mais j'étais jamais le meilleur. Le meilleur parce que je me suis retrouvé dans une génération, comme on a dit, où souvent le champion de France, il était au moins médaillé mondial, voire champion olympique. Donc c'était un peu compliqué. Mais ça avait un avantage. Ça avait un avantage, c'est que grâce à ça,
ça a augmenté le niveau français, ça nous permettait de faire des très beaux résultats collectifs. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart de mes titres, on va dire 95% de mes médailles internationales, il y en a 3 grandes ici. Il y a eu des titres européens et des médailles européennes, argent, bronze. La majorité, quasiment la totalité, à part 2, ça a été des médailles en relais. Et donc, j'en ai toujours été très fier. Parce que finalement, je crois que j'étais un individu, je le suis toujours, mais quand j'étais sportif, qui adore partager, qui pense que le succès ne peut pas être égoïste, il doit se partager. Personnellement, je pense que quand on arrive sur un podium olympique, on a ce moment où la médaille nous appartient, on est sur le podium. Et dès qu'on descend du podium, je pense qu'elle appartient un petit peu à tout le monde, que ce soit nos proches, les supporters, la famille, enfin tous les amis. Quand je dis les proches, c'est ça, et puis le staff, en tout cas aux Français. Et donc elle n'a de saveur que si elle est partagée, cette victoire, ce podium, cette médaille, en tout cas pour moi. Donc du coup, faire des médailles sur des épreuves collectives était pour moi hyper intéressant, en tout cas hyper valorisant. Et pourquoi j'ai aimé clairement cette partie de ma carrière, c'est que quand j'étais plus jeune, je vais pas dire je souffrais, mais j'avais ce sentiment d'imposture. Je sais pas si vous l'avez déjà eu, vous. Sentiment où vous savez que vous êtes capable de faire quelque chose, mais dès que vous vous souciez du regard des autres, vous avez toujours l'impression que les autres sont meilleurs que vous, ou que ça sera jamais suffisant. Donc du coup, ce regard-là, moi je l'avais parce que quand j'étais petit, j'étais jamais le meilleur. J'étais toujours le dernier qu'on prenait quand il y avait des matchs de foot à l'école. Bon, on va prendre Greg parce que de toute façon, c'est le dernier. Voilà, j'étais celui-là. Et après, je suis toujours pas meilleur avec un ballon, mais bon, quand on est petit, c'est dur. Et du coup, je ressors de ça avec un ancrage de ce que je vais faire, ça sera jamais assez ou j'ai pas ma place. Pour vous dire, ma première médaille olympique, en tout cas mes premiers jeux, c'était Pékin. J'ai fait 3 jeux, Pékin, Londres et Rio. Rio, ils sont pas affichés parce qu'on n'a pas fait de médaille, j'ai pas fait de médaille et on n'a pas fait de médaille. Mais j'ai fini là-dessus. Mes premiers jeux, pour moi, je me suis qualifié, oui, je le méritais, oui, je suis allé chercher ma place et tout, mais j'avais ce sentiment de c'est aussi parce que les autres n'ont pas été à leur meilleur niveau, ou peut-être parce qu'il y avait personne d'autre. Voilà, j'avais ce petit truc-là en tête, ce qui était avec le recul un peu absurde, mais pour le coup, j'avais ce sentiment-là, ce qui fait que ça décrédibilisait mon travail à mes yeux. Pas aux yeux des gens, mais j'avais la sensation que mon travail était décrédibilisé vis-à-vis de moi. En gros, je me prenais pas au sérieux, moi-même. Et donc, difficile d'avoir confiance en soi quand, au final, on a l'impression que ce qu'on fait, c'est jamais assez, ça sera jamais assez bien, il y aura toujours mieux. Et puis, la confiance en moi, j'en avais besoin. Et vous voyez, finalement, aujourd'hui, et depuis quelques années, on va dire que j'ai plus confiance en moi, j'ai vraiment confiance en moi parce que j'ai travaillé avec quelqu'un qui m'a aidé, et je rebondirai là-dessus après, mais j'avais ce sentiment d'imposture. Et ce sentiment d'imposture, il est né dans mon adolescence, et quand je suis arrivé et que j'ai eu ma première médaille olympique, déjà, il s'est pas calmé, mais il s'est même amplifié, parce que je me suis dit, est-ce que je la mérite vraiment, est-ce que j'ai vraiment... Vous voyez, c'est un peu bizarre ce schéma intellectuel, mais il était là. Et donc, entre ma première médaille olympique et ma deuxième, qui sont de la même couleur, elles n'ont pas du tout la même saveur. Surtout que j'ai la sensation d'avoir vraiment travaillé sur moi et d'avoir accepté qui j'étais. Et d'ailleurs, quand Chloé, juste avant, parlait du fait de donner du sens, de faire les choses pour soi, moi, entre 2008 et 2012, c'est là où j'ai eu le détonateur et le travail grâce à un préparateur mental qui s'appelle Thomas Samut. J'aime bien le citer parce que c'est un peu mon mentor. Et aujourd'hui, il est préparateur mental de Florent Manodou et de Léon Marchand. Faites gaffe, Léon, ça va frapper fort cet été. Et on est bien content qu'il soit français, lui, je peux vous le dire. Et non, parce que moi, je me suis battu contre Michael Phelps. Alors, pour ceux qui connaissent, Michael Phelps, c'est pas simple. Donc, celui-là, il est chez nous, on est content. Et donc j'ai travaillé là-dessus sur les 4 ans pour arriver à Londres avec une appréciation de ma place en équipe de France totalement différente. J'ai pris confiance en moi, j'ai donné du sens à ce que je faisais et j'ai pris mon rôle de relayeur vraiment à cœur.
Ce qui fait que je suis sorti de ma carrière en 2017. Et aujourd'hui, alors pour les connaisseurs, quand on parle de Grégory Mallet dans le relais 4x2 ou 4x100, on dit c'est un des piliers du relais. C'est très flatteur, j'aime bien le citer. On est toujours un peu réservé quand on a des compliments comme ça sur nous. Mais je le dis parce que c'est un moment où, en 2008, j'étais incapable de concevoir que je pouvais être un pilier de l'équipe de France, au moins sur ce relais 4x2, qui derrière a été un relais fort de l'équipe de France. Et donc, pour vous dire que de cette discipline individuelle, de ma pratique individuelle, de vouloir performer individuellement, je voulais que ça serve au collectif. Et j'avais pris ce rôle vraiment à cœur. Quand j'avais la possibilité de gagner à titre individuel une course, je la gagnais, bien sûr. Mais je cherchais surtout à prendre l'énergie de la natation française, de mon club qui était le Cercle des nageurs de Marseille. Pour ceux qui connaissent, c'était le siège. Alors je suis bordelais maintenant, désolé. C'est bien aussi. Et on n'a pas vu le soleil depuis 30 octobre, je crois. Voilà. Mais c'est bien Bordeaux. Donc j'étais au Cercle des nageurs de Marseille. Donc Cercle des nageurs de Marseille, il faut vous imaginer un endroit vraiment très paradisiaque pour s'entraîner, super, avec les meilleurs sprinteurs français qui sont au même endroit, qui sont avant tout concurrents. Qui sont avant tout amis et qui sont aussi concurrents et qui doivent s'entraider entre eux pour pouvoir devenir meilleurs afin d'augmenter le niveau global de la natation. Donc là aussi, c'est faire preuve d'intelligence pour se dire, est-ce que moi, quand j'ai un petit tips sympa, je vais le donner à Florent Manodou ou à Fabien Gillot, ou est-ce que lui va me donner son truc en sachant qu'à un moment donné, en finale des championnats de France, je peux peut-être prendre sa place? Il faut avoir quand même ce recul-là. Mais en même temps, c'est ça qui a fait la beauté de ma période de natation, c'est qu'on a été capable de s'enrichir les uns les autres de nos forces, je ne vais pas dire de nos faiblesses, mais des doutes qu'on pouvait avoir et qu'on s'est soutenu là-dedans et qu'on a été une vraie équipe. Et ça a été le point fort. Et je fais un petit parallèle, l'équipe de France de natation 2024 qui aura au jeu, c'est une mentalité différente de ce qu'on était nous. Par contre, c'est une vraie équipe de France. C'est un truc, ça fait du bien parce que les médias, ils n'ont pas été cool 2017 à maintenant. Ils ont toujours dit ouais, il n'y a personne en gros derrière. Ils ont pas été cool avec la jeunesse, fallait leur laisser le temps. Mais là, ils vont être très forts. Donc je compte sur vous pour supporter la natation cet été. Tous les sports, bien sûr, mais la natation. Et donc du coup, pour revenir sur Marseille, c'est un statut très particulier d'accepter de donner ces clés de la réussite à ses adversaires, en sachant que c'est comme ça pour moi et pour le club où j'étais qu'on allait tirer vers le haut le collectif. Et le collectif, chez nous, il était au service de l'individu, à la fin, en compétition. Pourquoi ? Parce que l'individu, au quotidien, était au service du collectif. En fait, il y avait une transition qui se faisait. Tout au long du travail, c'était l'individu qui était au service d'un collectif, pour finir sur un collectif qui soutient un individu pour qu'il soit performant. C'est donnant-donnant. Ça a plutôt bien marché. Et c'est vraiment cool parce que aujourd'hui, ces gens-là qui ont été mes adversaires, en grande majorité, sont restés mes amis très proches. Et on se rend compte qu'au final, les médailles, c'est super. Les résultats, c'est super. Mais les expériences humaines qu'on a vécues grâce au sport, en tout cas, grâce à tous les moments qu'on a vécu ensemble, difficiles, plus simples, réussites, échecs, défaites, tout ça on fait que ça a créé des liens très forts, peut-être même plus forts que ma famille, je vais être honnête avec vous, je vois plus Florent Manodou que ma tante, quoi. Donc, mais c'est vrai, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a ce truc-là qui fait qu'on est lié par quelque chose et c'est vraiment fort. Et c'est ça aussi le sport, ou c'est ça le moment où c'est ça la récolte du travail qu'on a fait pour arriver à nos objectifs. C'est pas que le résultat et l'objectif atteint, c'est tout le chemin qu'on a parcouru qui a enrichi notre personne et qui fait qu'aujourd'hui on est capable d'envisager d'autres objectifs plus hauts, plus élevés et qui vont faire que on va se porter vers le haut. Donc Chloé a parlé d'échec tout à l'heure. Moi dans l'échec, je dirais plutôt que c'est la défaite
Dans la défaite, on apprend. Pour moi, l'échec, c'est vraiment l'abandon. Quand on abandonne un projet en plein milieu, qu'on ne va pas au bout. Quand on arrête un projet parce qu'on n'y croit plus et qu'on n'en a plus envie, c'est autre chose. Mais quand on abandonne, là, c'est un vrai échec. Quand il y a une défaite, c'est plutôt lié à un apprentissage, ce que disait Chloé juste avant. Et donc, et comme elle disait aussi, c'est que dans le sport de haut niveau, et même dans la vie, je pense qu'on trébuche plus qu'on ne marche droit. Et c'est parce qu'on trébuche qu'on sait qu'on peut marcher droit derrière. Donc, ça nous apprend aussi à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que sans ces moments difficiles, vous n'allez pas voir au fond de vous ce que vous êtes capable de faire. Et autour de vous, il peut y avoir 1000 personnes qui vont vous dire « C'est super, on croit en toi, t'es génial, t'es trop fort, vas-y, tu peux le faire ». Tant que vous n'avez pas cru foncièrement que vous êtes capable et que vous avez envie de le faire, ça ne marchera pas. Et à l'inverse, s'il y a 1000 personnes qui viennent vous dire « Tu sais, t'es nul, t'avances pas », si au fond de vous, vous pensez que vous êtes fort et que vous allez y arriver, ça marchera. Je vous dis ça parce que c'est un discours très, très porté mental, c'est pour faire le pont. C'est que depuis, moi j'étais une chips mentalement quand je nageais. Et j'aime bien blaguer là-dessus parce que finalement, ça va, le palmarès, il est pas trop mal pour une chips, mais c'est pour moi, j'avais peur. J'avais une peur réelle de décevoir. Voilà. Et en fait, quand j'ai travaillé avec Thomas Samut, j'ai compris que c'était moi que j'avais peur de décevoir. Et que du jour au lendemain, quand j'ai commencé à mettre le sens du plaisir de pourquoi je suis là, et de vivre le moment présent plutôt que d'essayer d'anticiper ce qui va se passer et qui n'existera pas, j'ai compris à quel point c'était important de vivre ce moment et de me libérer. D'ailleurs, quand j'ai appris et que j'ai su que le stress était là avant, mais jamais pendant, je me suis vite détendu. Parce que pendant l'action, on ne stresse plus. Donc je me suis dit, vivement l'action, comme ça je serai tranquille. Et dans l'action, hop, ça partait. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, je me suis formé sur tous les aspects de la préparation mentale et de la psycho dans le sport un peu. Et en fait, aujourd'hui, c'est mon métier. Et je me sentais légitime d'accompagner des sportifs, et pas que des sportifs d'ailleurs. Je travaille aussi dans certaines entreprises où j'ai fait des interventions, ou même des fois, avec des jeunes entrepreneurs, ça m'est arrivé de travailler aussi sur l'accompagnement d'atteinte d'objectifs. Et j'ai travaillé là-dedans, je me sentais légitime parce que je me suis dit, j'ai connu cette sensation de doute énorme. Et en même temps, aujourd'hui, j'ai des outils et des clés à proposer pour que les gens puissent s'épanouir pleinement dans ce qu'ils font. Donc pourquoi pas le faire et le partager. Donc c'est un métier dans lequel je me régale aujourd'hui, c'est vraiment top. Et j'accompagne des sportifs de très haut niveau, de bon niveau en devenir très haut niveau et de très haut niveau. Et dans différents domaines, ce qui m'a ouvert aussi un peu une vision différente, puisque j'étais très cloisonné natation. Et dans tous les sportifs que j'accompagne, je vais vous donner des noms, enfin quelques noms qui doivent vous parler, mais en basket, j'ai pas mal de joueurs en Pro A. Et j'ai aussi Ryan Rupert qui est en NBA, un jeune nageur, j'allais dire, basketteur. J'ai Johan Zarco en MotoGP, avec qui je travaille depuis plus d'1 an et demi. Et j'ai Mathias Bech, pour ceux qui suivent les courses 24 heures du Mans auto, qui est un franco-suisse et qui va faire les 24 heures dans 10 jours. Après, j'ai des nageurs aussi, bien sûr. Et voilà, je gravite avec différents sports, équitation aussi, donc c'est très varié. Et ça m'ouvre l'esprit et ça me montre à quel point le dénominateur commun de la performance, c'est le doute de soi-même. Et c'est pas forcément le doute des autres, quoi. Donc, vous avez tout à gagner dans ce que vous faites, et je conclurai là-dessus. Vous avez tout à gagner dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez, dans votre vie. Puisque tout ce que vous n'avez pas, vous n'avez pas à le perdre. Donc déjà, le sentiment de rien à perdre, il est cool pour tout le monde. Donc quand on entame quelque chose, le seul échec serait d'abandonner. Si vous vous plantez, c'est que c'était pas la bonne chose, c'est pas grave, vous apprenez, vous repartez. Mais faites-vous confiance sur le fait que vous êtes capable d'assumer une charge émotionnelle liée à l'échec. Parce que derrière, si vous voulez vraiment ce que vous voulez, vous allez trouver les clés pour y arriver. Voilà, c'était mes derniers mots. Merci. J'ai pas de vidéo, désolé. Merci.
Notre troisième sportif, il pratique le tennis fauteuil. Il fait partie des meilleurs joueurs français. Il a participé aux Jeux paralympiques de Tokyo. Il travaille en ce moment à sa qualification aux Jeux paralympiques de Paris. C'est Gaëtan Mingui. Bonjour à tous. Donc oui, je m'appelle Gaëtan Mingui. Je suis actuellement numéro 5 français et 27e mondial en tennis fauteuil. Mon meilleur classement... Merci beaucoup. Effectivement, mon meilleur classement, ça a été numéro 3 et numéro 21 mondial. J'ai participé aux Jeux de Tokyo 2021. Je suis pas à la hauteur de mes collègues parce que j'ai pas ramené de médaille olympique. Mais effectivement, j'ai eu beaucoup de fierté à représenter la France aux Jeux de Tokyo. Et je fais tout pour me qualifier pour les Jeux de Paris. Et on en parle. Et c'est chaud, je vais pas vous mentir. Mais bon, j'y crois. Il me reste quelques semaines pour y arriver. Oui, pour faire une petite... donc pour vous expliquer comment ça fonctionne, les qualifications en tennis fauteuil, il faut en fait que je sois dans les 4 meilleurs français et dans le top 32 mondial avant le cut qui est le 15 juillet 2024. Donc il me reste encore 6 semaines et je pars dès demain en tournoi pour aller chercher les points qui me manquent. Donc pour vous revenir un petit peu sur mon parcours, donc j'ai eu un accident de motocross en 2004 qui m'a rendu donc paraplégique incomplet. Suite à ça, j'ai fait du basket fauteuil pendant quelques années, jusqu'en 2009. Et ensuite, j'ai commencé le tennis fauteuil. Et là, en fait, ça a été très bizarre parce que j'ai jamais fait de tennis en fait avant mon accident. Et il y a un coach, mon premier entraîneur qui était à Dijon à l'époque, j'habitais en Bourgogne, qui a cru en moi et qui a révélé un certain potentiel. Aujourd'hui, c'est vrai, c'était pas évident sur le coup. Et donc, on a monté un projet. Et aujourd'hui, c'est plus qu'un projet sportif. Depuis le début, c'est plutôt un projet de vie. Parce que c'est vrai que le sport de haut niveau, ça demande beaucoup de sacrifices et beaucoup de dépassement de soi. Et surtout un entourage qui est prêt à vivre tout ça aussi à ses côtés. Moi, j'ai également une petite fille qui a 12 ans cette année. Ma conjointe aussi, d'ailleurs, qui est à la JCE avant ses 40 ans. Et sans elle, sincèrement, je ne serais pas là aujourd'hui, je n'aurais pas participé au jeu ou quoi que ce soit, parce que ça demande encore une fois beaucoup de choix. Il faut accepter beaucoup de choses pour dépasser un peu toutes ses limites. Et au-delà de ça, moi j'ai construit mon projet donc, de vie sur mes 4 piliers. Donc ma famille, mon travail, mon activité bien sûr sportive, et également mon handicap. Au début c'était mes 3 piliers, mais j'ai assez vite compris qu'il fallait que j'accepte que mon handicap faisait pleinement partie de tout ça, parce que ça demande au quotidien une gestion du temps. On voit beaucoup le fauteuil, mais finalement le fauteuil c'est très peu, c'est toute la partie visible, mais on ne parle pas assez pour moi de la partie invisible des handicaps. Moi elle me prend à peu près 1 heure par jour. Donc 1 heure par jour quand on est sportif de haut niveau, ou voire même dans tout. Je vais assez vite faire le parallèle avec le monde du travail, parce que le temps en fait, la gestion du temps est primordiale dans tous ces projets ambitieux. Et moi j'ai la chance, c'est aussi un choix, hein, mais de continuer mon activité professionnelle. Je suis responsable d'un service de production de terrasses en bois dans la société Home. Je les nomme parce que c'est vraiment la société qui m'a permis aujourd'hui de tout concilier, mon aménagement d'un temps de travail pour m'entraîner quasiment tous les jours. Enfin voilà, ils sont basés à Brême-sur-Mer. Oui, je m'entraîne et je vis à Saint-Hilaire-de-Raillet, pardon, je l'ai pas dit. Donc pas très loin d'ici. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, avant mon accident, j'ai fait les Compagnons du Devoir et mon identité, donc j'étais chaudronnier pour ceux qui connaissent. C'est un métier très particulier, très passionnant. Moi, je me suis construit par le travail en fait.
Chez les Compagnons du Devoir, c'est vraiment une école de la vie. Ceux qui connaissent, ils comprendront ce que je dis. C'est vraiment une école qui est très puissante, qui nous permet vraiment d'aller au fond des choses, qui ont des valeurs, ça a des valeurs très fortes aussi. Je crois c'est similaire avec celle de la JCE, mais je me permettrai pas d'aller plus loin parce que j'en suis pas convaincu. Mais en tout cas très familial, donc je pense que oui. Et en fait, cette école m'a vraiment amené une force de caractère et des valeurs du partage, du dépassement de soi aussi, parce que les compagnons, c'est l'excellence. Hein. On va chercher vraiment dans tous les métiers l'excellence. Hélas, effectivement, mon accident a fait que j'ai arrêté mon Tour de France à ma 2e année, donc j'ai pas été au bout de ma formation chez les compagnons. Par contre, j'ai gardé les valeurs. Et du coup, je suis assez convaincu que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je suis là devant vous. C'est-à-dire que, en fait, mon activité sportive, je l'ai construit vraiment step by step, en me mettant au début des objectifs. Au début, j'en avais pas vraiment, en fait. J'ai toujours... j'ai pris les choses les unes après les autres. J'ai eu la chance d'être qualifié pour mes premiers championnats de France non classés donc en 2010. J'ai été vice-champion de France non classé. Ensuite, l'année d'après, vu que j'ai progressé très très vite, j'ai été champion de France 2e série, ce qui m'a permis d'accéder à la première série, donc les numérotés français. Et ensuite, en fait, il a fallu que je commence grâce à l'aide de ma femme d'ailleurs, à me dire que ce projet, le tennis, c'est un sport qui demande beaucoup de déplacements. On part environ entre 20 et 25 semaines à l'année. Mais j'ai toujours eu envie et besoin de garder mon activité professionnelle à côté. Pour moi, c'est vraiment une sorte de besoin. Je ne me vois pas en fait ne pas travailler à côté. Je pense que je ferais que du tennis, je deviendrais un peu fou, parce que c'est un sport qui demande énormément mentalement, alors comme beaucoup de sports de haut niveau, mais je l'ai déjà lu, donc je vais oser dire que c'est quand même un des sports les plus complexes à gérer mentalement. Et en fait, voilà, moi j'ai besoin d'avoir ma famille autour, d'avoir mon travail comme l'a dit Chloé à un moment, effectivement, dans le sport de haut niveau et dans le tennis, c'est aussi vrai, on perd tout le temps. Enfin, en fait, il n'y a pas une semaine où je perds pas, parce que sinon il faut gagner le tournoi à chaque fois. Donc j'en gagne, bien sûr, il y a des semaines où j'ai réussi effectivement à ne pas perdre, mais c'est très rare. Encore que, parce que oui, je fais simple et double à chaque fois, donc généralement je peux gagner en simple mais perdre en double ou inversement. Donc voilà, l'acceptation de tout ça fait que moi le travail a toujours été un exutoire et m'a permis en fait de monter un peu en niveau au fur et à mesure que je progressais. Et également le tennis, c'est un sport qui coûte beaucoup d'argent. Et ça, c'est un domaine que j'aime bien parler aussi parce que c'est important, je trouve. C'est un sport individuel qui demande une manne financière, un budget annuel, c'est à peu près 125 000 €. Et c'est pareil, en fait, il a fallu que j'accepte un petit peu de me vendre, comme m'a dit une amie qui m'a remis un peu en selle après les Jeux de Rio, parce que j'avais pas été sélectionné, j'étais numéro 5 à l'époque. Et il a fallu aussi que je me remette un petit peu, que je me remette en question. En fait, toutes les Olympiades, on se remet en question, et ensuite on y va pas. Et à cette époque, en fait, elle m'a dit, en fait, il faut que tu acceptes que tu aies un produit, et les entreprises, en fait, elles vont se nourrir de ton projet pour ensuite en parler et communiquer dessus et tout ça. C'est ce que j'ai fait. Ça n'a pas été évident, parce que après tout, c'est pas forcément évident. On l'a ou on ne l'a pas. Et moi, je l'avais pas forcément à l'époque. Mais par contre, j'ai pu rencontrer en fait beaucoup de grands chefs d'entreprise. Et ça a été très puissant, parce que c'est des hommes finalement qui sont, je trouve, assez seuls. Et en fait, le parallèle avec le sportif de haut niveau, il est assez efficace et simple à mettre en place, parce que c'est pareil pour nous en fait. On a beau avoir une belle équipe autour de nous, un entourage, la famille, et quand on doit prendre des décisions, on les prend seuls. Et je trouve que les grands chefs d'entreprise, ils sont dans cette situation quasiment tout le temps. Ils ont beau avoir un magnifique comité directeur à leur côté, c'est quand même eux qui prennent les décisions. Et en fait, du coup, je me suis retrouvé des fois à discuter avec des
des pontes de certaines industries et de choses hyper simples et hyper banales et de décisions qui sont souvent difficiles à prendre, et c'était assez fort. Et en fait, tout ça pour dire que on est tous humains et on a tous des responsabilités ou pas, mais en tout cas, quand on prend des décisions, il faut y aller à fond, il faut y croire. Et c'est ça, en fait, le début des résultats et des choses qui font que on y arrive, quoi. Et voilà. Voilà, aujourd'hui, on va passer à la table ronde, ça sera parfait. Merci. Merci. Du coup, je vais inviter Chloé et Grégory à remonter sur scène pour une petite table ronde, et puis je vais inviter aussi Clémentine Rémy qui va animer avec moi ces quelques questions. C'est bon, tout le monde. Bon, du coup, on va essayer de vous poser quelques questions aussi pour que... Alors, je pense que ce que vous nous avez partagé a fait écho, je pense, à ce que vous vivez tous adhérents dans cette salle. Puis l'idée, voilà, on va vous poser 2-3 questions, histoire de compléter un peu tout ça. Peut-être Clémentine, tu veux poser la première question ? Oui, alors déjà, merci à vous d'être venu jusqu'à La Roche-sur-Yon aujourd'hui. Et merci pour vos interventions très inspirantes. La première question sera sur un moment de votre parcours. Pouvez-vous partager une expérience où vous avez dû repousser vos limites pour atteindre votre objectif ? Moi, je dirais que repousser les limites, ça fait vraiment partie du quotidien un peu du sportif, parce que rien que dans un entraînement, si on reste dans ce qu'on sait faire ou si on s'arrête dès qu'on est fatigué, on réduit la chance de progression. Donc je dirais que oui, les limites, déjà juste dans le cadre de l'entraînement, on essaye d'aller toujours un peu plus loin. Il y a la force du collectif qui aide aussi à avancer un peu plus. Donc voilà, et après les grosses limites concrètes qu'on a dans le sport, en tout cas pour moi, c'est la blessure. Je me suis fait les ligaments croisés en 2013 à 10 mois des Jeux Olympiques, donc c'était un peu stressant comme truc. Et puis la blessure, en fait, ça demande une espèce de patience. Tout le groupe continue d'avancer, tous les concurrents continuent de s'entraîner, et nous on est obligé d'attendre que notre corps guérisse, de faire tout un protocole pour revenent. Donc ouais, il y a eu 2018 aussi où je me suis arraché tous les ligaments de la cheville, et là pareil, rebelote, on se sent vraiment privé en fait d'avancer. Donc ouais, ça demande vraiment une grande introspection et beaucoup de calme pour résister à ça. Mais en fait, quand on prend le temps, on revient avec encore plus d'envie. Et je trouve que c'est aussi des moments qui finalement m'ont aidé à retrouver cette motivation, parce que quand je suis revenue à 100%, j'avais 2 fois plus envie que les autres qui étaient vrais. Donc ça peut avoir des moments bénéfiques aussi. Merci beaucoup. Oui, la blessure, c'était un peu évident, je pense. Mais ça reste une réalité. Moi, c'est pareil. J'ai eu la fameuse blessure du tennisman, le tennis elbow. Ça a été très difficile. Effectivement, ça demande vraiment d'accepter en fait déjà ses limites de son corps. C'est-à-dire que il y a un moment, quand on dépasse un petit peu les limites que le corps nous dit, on se blesse. Et puis du coup, c'est très spécial, c'est très engageant, c'est très perturbant, parce que Chloé, comme elle vient de le dire, tout le monde continue. Moi, ça m'est arrivé peu de temps avant le début de la sélection des Jeux en juillet 2023. Je savais que du coup, l'été, j'allais pas jouer, donc ça m'enlevait déjà des tournois de qualification potentiels. Et du coup, voilà, moi, je resterai sur la blessure dans tous les cas. Merci beaucoup. Pour ma part, alors, comme vous disiez, repousser nos limites, c'est un peu le quotidien du sportif de haut niveau. Alors du coup, je prendrai l'exemple d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais faire du sport sans objectif de performance, si ce n'est que ma santé, en fait. Et donc, c'est un vrai travail, surtout au début. Maintenant, ça va, ça fait partie de la routine, mais au début, de se relancer dans du sport. Alors nager, j'ai mis du temps à nager.
Mais se relancer dans une activité sportive quotidienne, alors qu'on n'a plus d'objectifs de performance, on n'a plus de statut à tenir, pour moi, parfois, c'est un vrai challenge parce qu'on a plus envie de rester chez soi. Et aujourd'hui, je pense que c'est un vrai travail que j'ai fait. Maintenant, comme je vous dis, ça devient routinier. Et donc, c'est cool. Je ne culpabilise pas de ne pas y aller. Donc, ça, c'est bien. Donc, c'est un vrai travail mental d'accepter de faire du sport pour soi et sa santé, plus que pour la performance et le résultat que ça va apporter. Voilà, je prendrais ça comme exemple. Merci beaucoup. Maxime, je te laisse la deuxième question. Vous nous avez parlé tous les trois plusieurs fois de motivation, d'envie. Vous nous avez aussi partagé des objectifs qui étaient des objectifs long terme. Comment, et puis alors c'est vrai que je pense que nos présidents ou même nos membres vivent ça tous les jours. Comment est-ce que vous arrivez à garder cette motivation tous les jours, toutes les semaines, tous les mois sur du long terme comme ça? Comment vous arrivez à maintenir cette flamme, cette étincelle? Je dirais qu'une des forces, moi, quelque chose qui est vraiment moteur pour la motivation, c'est d'être dans un groupe. On est un sport individuel, mais on s'entraîne les 5 filles, 5 garçons ensemble, le groupe Coupe du Monde. Et en fait, ça donne vraiment de l'énergie parce que quand on n'a pas envie le matin, mais qu'on voit les autres se donner sous les barres, courir plus vite, plus loin, faire plus de kilomètres en vélo, en fait, on est tracté par cette envie, par ce dynamisme. Et je trouve que ça permet de maintenir le niveau mental d'envie assez élevé. L'autre chose, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est de me rajouter des défis parce que nous, notre saison d'entraînement, elle est immense, hein. C'est d'avril jusqu'à décembre, c'est que de l'entraînement, il n'y a pas de compétition. Donc quand on reprend l'entraînement en mai, on prépare les échéances de décembre. Donc en fait, cette motivation, quand on fait les premières séances de muscu super dures, on se dit bon, c'est dans 6 mois, est-ce que ça sert vraiment tout de suite que je me donne Et en fait, bien sûr que oui, ça sert, et c'est ça qui fera la différence, surtout l'hiver. Et en fait, de me rajouter justement quelques petits défis dans l'été, des objectifs à plus court terme. Moi, je sais que j'adore les challenges, j'adore l'aspect compétition, donc de m'inscrire à quelques compétitions par-ci par-là, ça m'aide vraiment à garder la motivation. Moi, en fait, c'est le plaisir. C'est le plaisir du jeu et la jeunesse. Moi, je prends un plaisir fou, mais au-delà du jeu, de voir toute cette jeunesse dans mon club qui sont à chaque fois en admiration. Alors, le terme est trop fort pour moi, mais ça reste une petite réalité de me voir jouer, de me voir m'entraîner, parce que je m'entraîne donc à Saint-Hilaire-de-Rie, à côté, et donc c'est un petit club. Hein. Il y a beaucoup d'enfants. Hier soir, on a fait une coloc. Et ils étaient tous ravis de jouer contre moi. Donc, et ça, je trouve que c'est une belle source de motivation. Et effectivement, c'est tout le temps, en fait. Ça revient tout le temps. Il y a des anciens qui sont là. Enfin, j'ai vraiment la chance de m'entraîner au milieu de mon club. Et il y a beaucoup de gens qui... Et je trouve que c'est une belle source de motivation. Et vraiment, la première, c'est le plaisir du jeu. Moi, le peu de fois où j'ai perdu le plaisir de jouer, ça a été vraiment une catastrophe. Ça a été vraiment difficile. Et je trouve que c'est vraiment important de rester en préparation mentale. Beaucoup de sortir de l'enjeu et de rester dans le jeu, oui, ça a beaucoup de sens pour moi. Enfin, je pense beaucoup de sportifs. Et allez, le troisième, je rajoute, c'est l'entourage. Moi, ça me booste tout le temps. Et pour ma part, la motivation, je l'ai appris de par mon expérience. Je dirais que c'est de se focaliser sur des choses atteignables et des petites choses. Parce que ce qui nous démotive, c'est souvent quand on a un objectif très élevé, très haut, et qu'on focalise dessus, sans vraiment définir clairement les petites étapes pour y arriver. Et donc, à chaque fois qu'on a l'impression d'avancer mais de ne pas y arriver, on considère que c'est un échec. Et je suis sûr que parmi vous, vous savez très bien que quand vous réussissez quelque chose, vous êtes motivé à continuer. Donc, le but, moi, c'était d'arriver à m'accrocher sur des petits objectifs journaliers, hebdomadaire, et de me dire qu'à chaque fois que je réussis un truc, c'est une validation, donc du coup ça me fait avancer, donc c'est motivant. Et donc arriver et se projeter dans un truc qui était trop loin et de se dire j'y suis pas encore, c'est pas hyper porteur déjà pour le cerveau, pour notre tête et pour notre confiance en nous. Donc c'est quand on a confiance en nous et qu'on a une estime de nous élevée qu'on est motivé. Mais on est motivé parce que si on fait des choses qui sont atteignables.
Et plein de petites choses atteignables amènent souvent vers quelque chose qu'on croyait inatteignable. Voilà. Merci beaucoup. Dernière question, donc sur le dépassement de soi. Quels sont les conseils que vous donneriez aux personnes qui cherchent à se surpasser dans leur pratique sportive ou engagement de tous les jours? Donner du sens à ce qu'on fait, croire en ses choix et en son chemin, je trouve que ça aide à s'engager. Oser faire différemment, oser le changement et surtout casser cette routine qui peut parfois justement impacter la motivation. Donc c'est des choses, je pense, qui peuvent aider à s'engager pleinement et se mettre des objectifs, des petits défis, essayer des nouvelles choses. C'est vrai que quand on sort de sa zone de confort, c'est hyper stimulant et excitant d'essayer des nouvelles choses. Donc je crois qu'il n'y a pas d'âge pour continuer d'essayer. On peut essayer toute la vie et c'est ça qui nous rend vivants. Merci beaucoup. Ok. J'étais pas prêt du coup. Alors. On peut reprendre l'ordre après. Hein. C'est quoi la question déjà? Quels sont les conseils que vous donneriez aux personnes qui se cherchent à se surpasser dans leur pratique sportive ou engagement de tous les jours? Ah oui. À se surpasser. Mais donner du sens, comme dit Chloé, pour moi c'est primordial, puisque si vous savez pas ce que vous voulez, déjà ça va être dur d'y aller. Et demandez-vous si ce que vous voulez c'est ce que vous voulez ou ce que veulent les autres. Déjà c'est une bonne question à se poser. Une fois que vous êtes clairement au courant de ce que vous voulez pour vous, vous pouvez définir un objectif qui correspondra à vos besoins. Et comme ça, vous allez pouvoir, entre guillemets, vous surpasser. Mais pour se surpasser dans quelque chose qu'on n'a jamais fait, il faut déjà y passer. Donc, il faut y passer, et après, si on le valide, c'est cool. Mais se surpasser de quelque chose qu'on n'a pas encore, c'est particulier. Donc le terme pour moi, je dirais que c'est plutôt aller à l'encontre de notre petite voix interne qui dit « t'es sûr ? Est-ce que tu veux y aller ?» C'est pas forcément fait pour toi. Si foncièrement vous pensez que c'est fait pour vous, c'est que c'est fait pour vous. Vous vous posez une question, la première réponse qui sort de votre cerveau, c'est la bonne. C'est la réponse instinctive. C'est la bonne. Là, après, c'est les questions ouais, t'es sûr, t'es pas sûr. Celles-là, elles sont juste là pour vous mettre soi-disant en sécurité, mais elles sont là pour vous freiner. Question, première réponse, c'est la bonne et j'y vais. Moi, c'est en fait tout en gardant l'objectif, peu importe quel qu'il soit d'ailleurs, mais bon, généralement c'est l'objectif élevé nous concernant, c'est de rester concentré sur le chemin pour y arriver en fait. Un peu sur l'instant présent en fait, et puis d'accepter les limites de son corps, me concernant en tout cas. Encore une fois, je vous en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais par rapport à l'handicap invisible, moi il n'y a que quand j'ai accepté effectivement que j'avais besoin d'un temps journalier pour faire telle chose, que j'ai pu ensuite mettre en place des choses cohérentes en fait, parce qu'un objectif, il faut qu'il soit réaliste et réalisable, et quand on n'est pas clair sur ses limites à soi, du coup c'est compliqué de rendre les choses réalistes et réalisables. Donc ça pour moi, en tout cas dans mon cas, ça a été essentiel. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous les trois. On arrive à la conclusion de cette table ronde. On va juste prendre le temps d'une petite photo avec notre présidente.